matos au niveau des JO. Deux bénévoles à la porte pour filer un peu de massage. Merci. Allez, bonsoir à tous. On va commencer à l'heure par cette première présentation. C'est avec une immense fierté et avec beaucoup moins de voix que on vous propose ce soir ces deux présentations. On ne peut pas parler. Tiens, tu peux monter un peu, Arthur. Ces deux présentations, on va pas vous parler de films à proprement dit. On va parler de présentation de deux exploits. Hein, un exploit handisport, handicar, avec ce vol du Kilimandjaro qui s'est réalisé cet été. Et cette équipe de pilotes, de porteurs de Haute-Loire, avec Gauthier qui était dans la Joëlette, PJ qui pilotait le parapente. Un parapente Niviouk, c'est ce qui fait qu'on est là ce soir ensemble. Et ensuite, on suivra la soirée avec cet exploit majeur réalisé par 4 athlètes. Le premier ne sera pas là ce soir. Enfin, le premier que je vais citer ne sera pas là ce soir. Il s'agit de Benjamin Vidrine puisqu'il est en expé. Mais les 3 autres sont là, à savoir Liv Sansoz, Zeb Roche et Jean-Yves Frédériksen. Ce premier vol du sommet du K2, encore une fois un exploit majeur. Vous allez vivre ce soir une soirée unique qui probablement se répétera plus, tout simplement dans la présentation. Parce que vous allez voir des images brutes qui ne seront pas montées. Des images qui arrivent tout droit de là-haut. Et vous aurez l'occasion de vivre cette émotion. Donc profitez-en. Voilà. Encore une fois, c'est beaucoup de fierté pour nous, pour la marque Niviouk, d'avoir accompagné ces aventures. Voilà. Bonne soirée à tous. Et je passe la parole à PJ. On remercie... Ah oui, si, on va remercier un petit jeune, là. Comme il a pas mal tourné là, cette saison en marché-vol, Arthur Moindreau, eh ben, il a le droit de faire la régie là, ce soir. Voilà. Bon, il soit fort, hein. Aussi fort que... D'accord. Voilà, c'est parti. Donc Pierre-Julien Jouve qui vous présente cette aventure au Kilimandjaro avec ses amis. Ils arrivent tout droit de Haute-Loire. Presque. Bonsoir. Picard, ça marche là? Allez. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Nous, effectivement, on vient quelques-uns. On va dire que le gros de l'équipe, c'est la Haute-Loire, mais c'est aussi la Loire, c'est aussi la Haute-Savoie avec Lucas, qui est un petit peu de chez nous, mais qui est un peu d'ici aussi. On a un gars du Schnorr, notre ami Gauthier, que vous allez apprendre à connaître ce soir. Est-ce que j'oublie des régions, là le Cantal, bien sûr, le Cantal. L'entre-deux, il est là. Bon, on va vous parler de notre idée et puis de notre association, en fait. Alors Arthur, tu vois, de temps en temps, il faudra +1. Voilà, le projet. Donc ça, c'est avec, vous allez vous habituer à cette vue, c'est le Kilimandjaro avec le Mawenzi à droite et cette mer nuage. Donc le projet, il est né qu'on est tous un petit peu des sportifs et on avait des amis, là, il y a une dizaine d'années, qui avaient fait la première ascension du Kilimandjaro avec une Joëlette et une personne en situation de handicap. Et c'est des amis qui nous ont sensibilisés à au sport handi et puis aussi à des randonnées, à des courses à pied en Joëlette. Et c'est vrai que quand ils avaient fait cette première ascension du Kilimandjaro comme ça avait fait un peu de bruit par chez nous. Et ça nous avait sensibilisé un peu plus. Et puis moi, petit à petit, en étant dans le parapente et puis en ayant une qualification handicap, via mon métier de moniteur, je m'étais aussi dit que ça pouvait être joli d'imaginer des projets un petit peu ambitieux avec le handicap.
Et donc, fil en aiguille, ça a germé. Et puis, à force que j'en parle à des copains, ça a plus que germé. Il y en a un jour, il m'a dit « Tu nous fatigues avec ça, il y a qu'à le faire. » quoi. Donc, c'est David, d'ailleurs, qui n'est pas là ce soir. Mais sinon, on est 9 sur 14 dans cette histoire. Et on a lancé ça à peu près très officiellement il y a un an, un peu plus d'un an. Et ça a été un long projet administratif, de recherche de partenariat, et puis on va en parler un petit peu jusqu'à... Mais on souhaite aussi dire que notre association, elle a un ancrage local et elle n'a pas comme vocation de s'en tenir à cette expédition. On aimerait ancrer ça un petit peu localement chez nous aussi, proposer des baptêmes un peu plus régulièrement sur notre joli massif qui est le massif du Mézin. Et voilà, pourquoi pas essayer d'imaginer un autre projet un petit peu fou ailleurs. Arthur, si tu peux appuyer. Donc là, la genèse du projet, la voilà. Bon, l'équipe, on a fait les choses un peu dans le désordre. Je vous ai présenté. J'ai oublié une région, c'est la Corse. Il devait être avec nous, notre ami Corse, sauf que il y a une jolie petite grève en Corse et il est toujours là-bas, quoi. Voilà l'équipe. J'ai oublié quand même de présenter Gauthier. En fait, je ne vais pas le présenter. J'aimerais qu'il vous raconte un petit peu son parcours et comment il en est arrivé à être appelé pour ce projet. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents ce soir. Et très heureux de vous partager un peu le projet Killer Handicap. Alors moi, le monde du parapente, c'est tout nouveau pour moi. À la base, moi, je viens du canoë-kayak. J'ai pratiqué le kayak de course en ligne assez longtemps, même en haut niveau, j'ai participé à des courses internationales. Et c'est dans ce cadre-là où j'ai rencontré David et puis les autres membres de l'équipe qui étaient kinés pour le kayak. Et puis en fait, on se voit régulièrement et puis un jour, il m'a dit on a ce projet, on a le projet d'aller monter le Kilimanjaro, est-ce que ça te branche ? J'ai pas réfléchi longtemps, je me suis dit moi j'aurais pas l'opportunité 50 fois de faire ce projet, donc banco, voilà. Moi j'ai la petite particularité d'être en situation de handicap. Vous voyez, je marche avec une canne, je suis mal marchand, donc monter à 5900 mètres en marchant tout seul ça aurait été compliqué, mais avec toute une belle équipe comme ça et puis la Jolette, finalement, on se rend compte qu'on peut faire beaucoup de choses. Et puis voilà, en fait, c'est avec la force du collectif, finalement, on a réussi un projet comme ça qui est assez extraordinaire. Merci à tous. Bon, alors là, voilà un petit peu l'équipe. Il manque quelqu'un pour la petite histoire sur cette photo. Il était bien par là. C'est Lucas. Malheureusement, il était en train de chercher une solution. On y reviendra dans l'histoire un peu plus tard pour qu'on puisse imaginer décoller en nord-ouest. Parce que bizarrement, au début, le vent n'était pas comme il était prévu. Enfin, il était comme il était prévu sur la météo, mais on avait imaginé sur une carte qu'on pouvait décoller en nord-ouest avec un décollage donné. Et il s'est avéré par sa petite promenade qu'il n'était pas envisageable de décoller en biplace avec une joëlette, parce que vous allez voir, on n'a pas volé. Ceux qui connaissent le handicap savent qu'on vole avec un fauteuil volant, voilà, qui est étudié pour ça, et nous on a décidé de faire autrement. On va en parler juste après. Merci Arthur. Plus un. Ouais, alors la recherche de partenaires, dont en voici un, il en manque un qu'on a mis bien en gros derrière, c'est Niviuk, qui nous a suivis dès le début sur le principe d'un accord qui était formidable pour nous. Et ouais, dans une aventure comme ça, nous, pour compléter notre engagement personnel, voilà, avec des surcoûts qui étaient liés à la nature de notre projet, il a fallu qu'on prenne notre bâton de pèlerin et qu'on aille chercher un peu tous azimuts pour trouver des solutions et monter un budget voilà, qui finalement s'est avéré bien nécessaire pour tous les petits aléas qu'on a eus. Donc voilà, plus ça. Voilà, encore une fois, merci à Niviuk de nous avoir accompagnés dans cette aventure et notamment de nous avoir proposé avec Serge Tuaz d'être là ce soir. Encore ? Alors, effectivement, en préparation de la joëlette et de la voile, Arthur, encore un, à chaque fois. Donc, vous voyez, ça, c'est une joëlette où on a ajouté des petites pièces. En fait, la joëlette normale,
elle est comme ceci, sans les pieds et sans la petite barre. Alors la petite barre, elle n'est pas forcément nécessaire pour ce qu'on en a fait, mais on avait imaginé devoir la trianguler, non pas forcément pour le décollage, même si vous verrez qu'il fallait bien tout, mais pour à l'arrivée en fait. Parce qu'on ne savait pas ni dans quelles conditions on allait avoir le décollage, je parle du terrain, mais aussi des conditions aérologiques. Et à l'arrivée, c'est pareil, parce qu'effectivement, quand on atterrit à 900 mètres à la fin d'altitude, on est dans un régime qui peut être un peu thermique. On ne savait pas s'il y aurait... Voilà, enfin, on ne se connaissait pas les conditions, donc on a imaginé qu'il fallait la trianguler le temps que je puisse gérer la voile pour la ramener au sol, etc. Donc on a imaginé cette chose-là, dont on reparlera tout à l'heure, parce qu'elle a été sujette à aventure. Donc on a un super bricoleur qui nous a fait un pied avec des skis articulés, puis un amortisseur, le tout alourdissant un peu la chose. Et au milieu, on a imaginé aussi que l'ascension du Kilimandjaro allait solliciter beaucoup cette joëlette, et que si les bras étaient un petit peu plus solidaires, eh ben, ça serait peut-être pas mal, ça allait peut-être la rigidifier un peu. Et accessoirement, ça nous a permis de fixer un phare dans la montée finale pour nous éclairer dans la dernière ascension. Et dans l'autre sens, pour le vol, on a mis une caméra. Voilà, avec ceux qui ne connaissent pas, la belle ville du Puy-en-Velay derrière, profitez-en. Et plus un. Alors les premiers tests de la voile, c'est vrai que nous, comme je disais tout à l'heure, on a voulu ancrer notre projet localement, sur notre massif, dans notre département. Et effectivement, on a fait les premiers tests par chez nous, et puis on a essayé de se mettre en situation. Alors le seul truc qu'on n'a pas fait vraiment en situation, c'est de voler avec la joëlette. On a volé une fois avec la joëlette dans des conditions qui ne nous ont pas alarmés sur les pieds. Mais voilà, on a essayé de préparer l'équipe, préparer plein de choses avec un petit film que vous verrez, je crois, juste après, si j'ai bien révisé. Encore. Voilà, c'est le film du premier vol de notre voile qu'on venait de recevoir, toute floquée, et où on a fait voler un petit Jules sur notre belle montagne à nous, qui est un peu plus basse qu'ici. Ouais, entre les deux, c'est bien. C'est la première fois qu'un être humain vole du Mézin en situation de handicap. T'es le premier. T'es fier? On est au-dessus des nuages, Regarde, regarde.
Alors ça, c'était la première vidéo de notre premier vol handicap au Mézin. Avec une partie de l'équipe d'ailleurs, de l'équipe d'Handicap Aventure, l'équipe dont je vous parlais, qui avait fait le Kilimanjaro il y a 10 ans, ils étaient avec nous à nos côtés là. Et pour la petite histoire, c'est vrai que ce film nous a permis aussi d'ancrer un petit peu en communication et de lancer un peu officiellement les choses, puisqu'aujourd'hui il faut communiquer. Et voilà. Ouais. Alors, ouais, là je voulais juste vous montrer, c'est vrai que cette joëlette, pour la faire voler, je voulais quand même vous montrer qu'on n'a pas tout à fait n'importe quoi, même si ça fait peur à pas mal de gens dans différentes sphères. Et alors, je vais juste parler de la marque Joëlette & Co qui fabrique cette joëlette, a eu très peur quand on leur a dit qu'ils voulaient nous interdire de voler avec ça. Sauf qu'en fait, on ne nous l'a pas interdit puisqu'on était propriétaire, on l'avait acheté. Mais en fait, ce qu'on a fait faire, c'est qu'on a imaginé le châssis, on a fait comme si c'était une sellette et on l'a fait fabriquer par Ripper. Des sangles pour trianguler tout ça, avec ça qui pourrait apparaître comme une sangle ventrale, et ça tenait sur le châssis avec des têtes d'alouette tout bêtement, sauf que là on est bien d'accord que c'est pas aux normes, et en backup en fait on avait Gauthier qui avait une sellette string, la Romer 2P pour pas la citer, avec des sangles un tout petit peu plus longues pour que la prise en charge de la joëlette soit faite directement par ce mousqueton via les écarteurs, et sur la deuxième paire d'attaches sur les écarteurs, on avait en backup donc la sellette. Donc en fait, il n'y avait pas tellement de problèmes de sécurité. Bon, voilà. Après, on est sur un châssis dont on avait bien vérifié au sommet avant de partir qu'il était bien vissé et tout ça, mais de toute manière, on n'allait pas perdre notre Gauthier en si bon chemin. 2 fois même, non. Voilà. Alors, évidemment, pour aller là-haut, nous, on se sentait plutôt en forme, on est tous des coureurs à pied, certains même sont des coureurs à pied de haut niveau, mais on a été sensibilisés parce qu'on a pris les services de l'IFREMONT, qui est l'Institut français de recherche en montagne, qui est d'ailleurs à Chamonix, pour nous conseiller un petit peu sur la prépa, parce que figurez-vous qu'on nous a expliqué qu'on cochait une mauvaise croix en étant sportif, à peu près dans la quarantaine pour la plupart. Une mauvaise croix pour avoir des soucis avec l'altitude. Donc on a pris la chose très au sérieux, d'autant que l'expérience de nos copains d'il y a 10 ans avait montré qu'ils nous avaient un peu décrit l'enfer dans cette histoire. Donc on a voulu se servir de toutes les expériences. Et donc voilà, ça s'est concrétisé comme ça suit. Ouais. Donc un programme adapté où on a fait un peu de renforcement physique. Alors ça saute pas forcément aux yeux comme ça encore. Donc effectivement, on a un membre de l'équipe, toujours le même, celui qui m'avait dit que je le fatiguais un peu avec cette histoire et qu'il n'y avait qu'à le faire. Donc il est kiné, il est là-bas, il est grand, et il nous faisait un petit programme une fois par semaine. Si on pouvait le faire un peu plus à la maison, c'était bien aussi. C'était aussi l'occasion de faire de la cohésion autour de ce projet et de se renforcer notamment le haut du corps pour les questions de traction de la joëlette. Encore, Arthur ? Ouais. Alors, on avait aussi, on a trouvé, alors assez bizarrement, on a acheté une tente hypoxique avec l'association. On n'a pas été la chercher bien loin, sachant qu'il y en avait 2 en France. Il y en avait une à 3 km de chez nous, qui appartenait à une grande coureuse à pied qui s'appelle Carineri. Et on s'est doté de ça parce qu'on pensait que c'était un petit plus. Voilà, donc on est quelques-uns à avoir fait pas mal de nuits en tente hypoxique. C'est pas très agréable, mais on a mis toutes les chances de notre côté aussi. Et puis après, on a Lucas aussi qui nous a fait un stage. Alors là, quand je parle de stage, on a été dans les écrins faire un peu de montagne, à notre niveau à nous. Mais Gauthier, c'est sûr que je vais le laisser parler un peu lui sur sa prépa, parce que lui, forcément, vous avez bien compris que toute la phase de montagne, là, sur ce coup-là, il n'était pas forcément avec nous. Et donc j'aimerais qu'il nous raconte un peu comment il a vécu ça, où et comment. Alors effectivement, moi la phase d'acclimatation montagne, à ce moment-là, j'ai eu la chance d'être volontaire aux Jeux olympiques. Donc j'ai pas pu participer à ces phases d'acclimatation. Par contre, j'ai pris du temps aussi pour faire plusieurs nuits en tente hypoxique. L'idée c'était recréer un peu les conditions qu'on retrouve en altitude, cette diminution d'oxygène. Moi j'avais la chance aussi d'être vraiment sur la joëlette et de ne pas faire beaucoup d'efforts physiques pendant toute la durée du périple. Moi j'avais pour objectif de me dire il faut que je sois le mieux possible pour limiter justement ce risque de mal des montagnes. Donc pour préparer ça, finalement, ça a été
une préparation physique un peu classique comme je fais régulièrement et un peu de tente hypoxique. Avec mon kiné également, on a fait un peu de travail de renforcement des abdos. On avait un partenaire, notamment LPG, là, qui nous a aidé un peu sur ce système-là. Donc, un peu comme les autres, finalement, bah, j'ai aussi fait une préparation physique pour être au mieux et réussir au maximum, donner le plus de chances possible pour réussir l'expédition. Je ne sais pas si vous voulez nous partager un peu ce que vous avez fait, vous, en préparation. Bon, bah là, vous voyez que la préparation musculaire a porté ses fruits, hein, du haut du corps. Ça, c'est notre docteur, Bruno Baudin, parce qu'on avait travaillé en commission aussi pour, voilà, ça c'est le patron de la commission médicale, médecin de son état, qui a fait un test aussi d'hypoxie. On était tous encouragés à le faire. Alors, moi, je vous le dis, j'ai pas osé le faire, parce que j'ai eu peur qu'on me dise que j'étais nul par rapport à ça. Je me suis dit que finalement, on irait quand même si on est nul, mais si on le sait pas, c'est mieux. Sachant que le stress, c'est un facteur aggravant, apparemment, de tous ces problèmes. Donc lui, il l'a fait. Et finalement, lui, il était censé pas être apte et il a réussi à nous secouer jusqu'au sommet. Donc il n'y a pas eu de problème. Et à droite, une illustration de la tente hypoxique qui est la nôtre. Alors l'acclimatation à proprement parler, c'est vrai qu'on a été quelques-uns à faire de la montagne différemment. On l'a fait comme on a pu, on n'était pas toujours tous ensemble. Moi, j'avais très peur, encore une fois, de tout ça, donc je suis allé plein de fois par ici, d'ailleurs. On a fait un week-end avec David, là, dont je parlais tout à l'heure, au col du Midi, et puis à l'aiguille du Midi, même. Et après, on a fait un stage où on était nombreux, pratiquement tous ceux qui sont là, si je ne m'abuse. Ouais. On a été dans les écrins, donc là, il y a un petit bout de vidéo. Ça nous a aussi permis de renforcer la cohésion si c'était nécessaire, je ne crois pas, et de tester plein de choses, notamment la vidéo, des choses, parce que je vous parlerai tout à l'heure d'un dispositif vidéo qui n'était pas forcément le nôtre et qui était le sujet d'un partenariat avec une boîte de production. Ouais. Ah, je vois. Mais un regain d'énergie, moi. Putain, il n'y a pas de temps que t'as un peu froid. Calme-toi. T'as le frisson, et après t'as le regain, et après tu pars. Putain, 6 ans, tout mieux. Là, c'est vraiment beau, mais on s'arrêtera pas pour. Ah, regarde, c'est vraiment beau, ça y est. Ouais, tu t'enfonces vite, hein. Allez, lève les mains, lève les mains, lève
chauffer que ça monte. Bon, tu reconnais notre parking? C'est Stéphanie, ouais, ok, c'est Stéphanie. Tout le monde reconnais. Ouais, c'est ça. Ah, mais il y a le lac maintenant. Il y a le lac au-dessus, ouais. Oh putain, mais on est quasiment à destination. Regarde notre trace là. Là, putain, on est content de pouvoir l'avoir à la faire celle-là. Ah ouais. On va juste mettre la radio avec le chien. C'est bien qu'il y avait PJ parce que tu vois, de continuer tout seul, si je la sens pas, je sais pas si j'aurais osé. Mais ça risque d'être sans cuir. On arrive à courir vite. On était pas mal parce qu'encore, ouais, on voit. En avant, la voile va poser derrière nous. Tu la regardes la voile et on va vers la voile. Regarde, on va vers la voile. On va sur le bord, on va vers la voile. Encore un, Arthur ? Bah voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, on vous a présenté un petit peu comment on en était arrivé là. Et ben là, on va... Vas-y, plus un. Je sais pas ce qu'il y a après. Encore ? Voilà, ben on a un petit film de 20 minutes là qui va raconter ça. Peut-être qu'à des moments je vais le commenter un petit peu et que je dirai stop à Arthur à des moments. Bon voilà, on part du Puy-en-Velay, on n'est pas toute l'équipe puisqu'on a fait un petit ramassage scolaire au fur et à mesure. L'intelligence des images. Pardon. Tu veux chauffer? Chou-fleur. Ah non, mais c'est bon. Bon. Allez, ouais. Combien, Lucas? Allez, combien? C'est bon? Je sais pas. Ouais. On est content d'être là, c'est déjà une victoire ce qu'on a réussi à faire et à monter depuis le mois de septembre. Je vous remercie tous d'avoir répondu à cet appel. On va essayer de prendre un maximum de plaisir et en écoutant notre guide, on va y arriver. Voilà. Buté. On va accrocher la sangle si on a un tracteur devant. Et non, qui est en... Non, en fait, et pour ceux qui n'ont jamais fait la joëlette, on vérifie la route. Il n'est pas dans le bon sens par rapport à l'autre, mais je ne sais pas qui a raison. Eric, t'es trop long. Je suis descendu d'accord. C'est là-haut qu'on va. Ouais. Ok. On tourne. Ok. On appuie sur les bras.
Non mais c'est pour ça que je me demande si on mettra pas les... Là, il y aura un... Oh, vu que ça dure. Je vais jouer. 1, 2. Allez, là, jusqu'au bout. Ouais, 2, 3. How many? One lot, yeah? Faut mettre ses gars devant, hein. C'est tout le cycle de l'aventure. Oh là là. Faut pas que je fasse péter la bouteille ici. Là. C'est rigolo. Regarde, on a bêtisé, ça fait le fou. C'est dur. Avec des bras prisonniers en plus. Change de côté, change de place. On inverse. Allez les gars, on va taper là-bas. Hein. On va taper le panneau. Hein. Allez au panneau. Non-stop! Kilima! Hakuna! Morota! Mofaya! Ça fume. Je sais pas si c'est parce qu'il fait chaud. C'est bon. Les deux les gars. 93-56. Il faudra revenir là, mais bon. Ouais, là, il y a eu un moment, alors on est dans le noir, c'est pas grave. Il y a eu un moment un peu de tension, c'est-à-dire que je dise pas de bêtises, on était censé voler le samedi, et ça, c'était le vendredi matin. Donc, c'était l'avant-dernière étape. On devait monter au camp qui s'appelle Kibohut, qui est à l'altitude du Mont Blanc, à 4700 et quelques, presque 4008.
Et ce matin-là, on devait partir à 8h, et là, c'est à peine après 8h, en fait, on n'est pas parti, parce qu'à 8h moins 10, on a eu un peu de réseau Internet. J'ai regardé les prévisions, et là, ça annonçait pas énorme, enfin, c'était pas quelque chose qui me paraissait rédhibitoire sur la prévision, ça parlait de 20 nœuds. 20 nœuds de nord-ouest, à 5008, c'était beaucoup, mais à la fois, c'était gérable, je pense. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que c'était 20 nœuds aussi qui étaient annoncés les autres jours, et nous, d'en bas, on voyait le sommet qui était coiffé d'un nuage orographique, et voire bien lenticulaire. Donc, si vous voulez, les 20 nœuds, j'y croyais pas. Donc, je me dis, c'est la même prévie que les jours d'avant. Donc, là, je me dis, mince, pour 24 heures, on va foirer l'aventure, et voilà, ça va être juste une cata avec le truc dans le nuage. Alors, pour tout vous dire, j'étais prêt à imaginer un truc dans le nuage, mais alors pas dans 100 à l'heure, vous comprenez bien. Donc, on a discuté avec les copains, là je leur ai dit, est-ce que si on fait le miracle de repousser le truc de 24 heures, est-ce que vous acceptez, quoi. Enfin voilà, il y avait aussi une donnée forcément un petit peu financière dans ce truc-là. Et donc tout le monde a suivi, alors que tout le monde était en train de remplir les camelbacks pour partir 10 minutes après. Et surtout, il y a eu cette discussion avec le guide, là, où lui, il hallucine un peu, parce qu'en fait, on est nombreux, on a notre équipe, et puis forcément, il y a les porteurs, c'est tout un système, le Kilimanjaro. Et les gars sont déjà partis et sont sur le chemin pour le camp Kibo Huts, qui est 1000 mètres au-dessus. Donc en fait, il nous dit, je reviens les gars, je vais voir ce que je peux faire, mais voilà, c'est compliqué. Et donc ça s'est géré en une demi-heure. C'est pour ça que je trouve que ce gars-là, voilà, si vous faites le Kilimanjaro, sachez qu'il y a des gars comme ça qui sont capables de retourner une organisation, une logistique pour nous permettre d'avoir une chance. Parce qu'en fait, le lendemain était annoncé pratiquement pétole. Alors selon les modèles, mais enfin ils étaient à peu près tous d'accord pour nous parler d'un petit nord-ouest. Alors le nord-ouest, c'est pas quelque chose qui faisait très plaisir, on y reviendra. Mais déjà, voilà. Et on fera une petite pause tout à l'heure, juste pour vous montrer que, vous allez voir, on va repartir sur une deuxième journée d'acclimatation, du coup, alors qu'on devait partir sur le camp suivant. On est reparti s'acclimater une journée, alors ça paraît bizarre, on glande un peu ce jour-là. Et puis on a essayé d'optimiser notre temps. Tu arrêtes de pousser. Ah ouais, putain, j'ai cassé ça aussi. En fait, ce qui est bizarre dans ce système, c'est que si on la mettait... Parce qu'en fait, après... Yeah! Même ça, et ici était. Il n'y a pas que les puces qui vont augmenter normalement. Hein. Tu peux dire, n'est-ce pas? David, avec la personne. On se tient derrière.
À gauche, oui, oui. C'est une belle île. Allez. Allez, gars. Allez. Oh, mais sûrement. Allez, on the right. Allez. En fait, non, il a besoin que de En fait, là, il faut parler de Gauthier, là. Parce que, voilà, c'est à ce moment-là. Ok. Vous êtes des parapentistes. Et on parle beaucoup de technique depuis tout à l'heure, c'est ce que je remarque. Moi, je voudrais vous parler des émotions. Parce qu'on monte à 5895 mètres. 5895 mètres, c'est certainement le nombre d'émotions qu'on a. Parce que dans le film que vous voyez, on grimpe, sauf qu'à un moment, on ne peut plus grimper. On est sur un passage qui doit être sur du 40% de dénivelé, la joëlette ne passe plus, ça fait 5 heures qu'on marche. En ressenti, on doit faire du -5, les camelbacks sont bloqués, on n'a plus d'eau. Avec le froid, on oublie de manger, donc on commence à avoir des étoiles dans les yeux et c'est de l'hypo. Il nous reste 200 mètres de dénivelé et on n'avance plus. La problématique qu'on a là, on teste, on dit est-ce qu'on peut porter Gauthier, est-ce qu'on le met sur des sangles, est-ce qu'on le met sur... il y en a même un qui a dit on le met sur le dos de quelqu'un et on monte. Ça a duré 10 mètres, ça s'est vite arrêté. 5 jours de programme, 1 an de préparation, il nous reste allez, 300 mètres à monter et là on a des doutes. Et ce qui se passe à ce moment-là, et en termes d'émotions, de sensations que vous allez ressentir, c'est que Gauthier nous regarde et il nous dit ça fait 5 jours que vous forcez, je suis convaincu que je peux y arriver. Il prend 2 porteurs et il se dit le haut de mon corps par mon kayak me permet d'être solide, mes jambes ne peuvent pas me porter, par contre je suis sûr qu'avec le haut je peux tenir. Et ce qui se passe, il prend 2 porteurs et à 3 ils arrivent à monter des passages qu'un joëlette ne passait pas. Ils partent, ils font 50 mètres, 70 mètres, 80 mètres, nous on est derrière, il y en a qui sont à genoux, il y en a qui commencent à avoir des mal des montagnes. Et là on se dit, le frère de Gauthier qui est en mal des montagnes depuis 1 heure, il regarde, il dit c'est pas possible. Il faut qu'on monte. Gauthier monte, on prend la joëlette, on la porte comme jamais et on part. Il nous reste 100 mètres. Ces 100 mètres ont certainement été les plus forts en termes d'émotion. Vous verrez après le vol qui est aussi une émotion et ça c'est quelque chose que vous tenez à cœur et c'est une des plus grosses émotions. Mais ce moment-là, quand vous vous dites que tout est terminé, on va tout perdre, on ne va pas y arriver, on a ce moment-là qui fait que les frissons, même quand on en parle, on est toujours dans cet état-là, on est capable de faire de grandes choses tous ensemble. Donc sur ce passage-là, vous voyez où on est tous ensemble et on y arrive ensemble. Arthur, vas-y. Arthur, Nandro. Tomber la caméra. Ah oui?
Voilà, ça se passe à 5006, là, on vient de passer le fameux Gilman's Pond, qui était pour nous un peu le Graal, on nous avait dit que c'était plus tranquille après. Effectivement, pour randonner, c'est plus tranquille. Pour la Jolette, c'est toujours pas ça en fait. Là, on prend un petit coup au moral. On arrive à Stella Point, c'est un point qui parle aux parapentistes, Zébulon il connaît, parce que c'est un point de... Enfin, c'est là qu'on envisageait initialement de décoller. Et en fin de compte, voilà. Nous, là, on arrive au petit matin, le vent est arrière. C'était prévu, mais on avait imaginé un terrain pour décoller qui va, encore une fois, s'avérer pas possible. Alors, je vois pas où on est. Donc, effectivement, des grandes émotions avec Gauthier qui nous a permis de bien avancer. Et puis là, on voit le sommet qui est à quelques centaines de mètres. Donc, on sait qu'on va y arriver, qu'on va tous y arriver. Donc là, c'est sans doute le deuxième moment d'émotion. On est 14 et on arrive à 14 en haut. Et ça, on en rêvait, mais c'est juste magnifique. Alors là, c'est un moment, après la petite recherche de Lucas, après on a imaginé d'autres trucs au sommet. On a fait des plans sur la comète pour décoller de tel ou tel endroit. Arthur, stop 2 secondes, stop. Ouais, on a imaginé plein de choses, parce qu'on arrive à 7h15 au sommet. Donc effectivement, il faisait beau, c'était très joli pour ce qu'on avait à faire en premier, c'est-à-dire le sommet. Mais ce petit vent de nord-ouest, voilà, il nous a fait explorer des choses. On a pris un but à tel endroit qu'on avait imaginé sur la carte. Et après, on a cherché des zones. Et là, le petit passage en neige que vous avez vu, alors moi, je ne l'ai pas vécu comme le truc le plus affreux parce que je suis parti devant chercher un autre endroit. Et en fait, les copains m'avaient amené une première fois la Jolette et Gauthier à un endroit. Et en fait, il a fallu qu'ils remontent dans cette neige-là. Voilà, et je crois, hein, c'est pas qu'ils m'ont maudit, mais ils ont trouvé le moment un peu difficile, et je veux bien les croire parce que j'avais déjà du mal à bouger, et là je tiens vraiment à vous dire que la bande là, il y a un noyau dur vraiment très solide, très solide, parce que franchement les efforts sont différemment vécus quand on a une Jolette à porter. Et là on arrive avec Lucas, on s'est dit un moment, putain, ça fait un moment qu'on cherche, on est resté avant de décoller, il s'est passé 3 heures, donc c'est beaucoup. Et on s'est dit, mais putain, il manque rien, c'est quand même pas possible, on peut pas redescendre comme ça. Et sachant qu'en fait, l'enfer qu'on a vécu en montée, c'est une chose, mais on imaginait bien que ça serait, au-delà du rêve qu'on avait de voler et que c'était le cœur du projet, on imaginait bien que ça serait plus sympa aussi de pas redescendre en Joëlette, par le chemin. Donc là, on est entre le sommet et le fameux Stella Point, qui est à 5750, et nous, on est à 5810, et le sommet, il est juste 80 mètres au-dessus. Et là, sachez que voilà, il y a un vent météo qui est arrière, complètement arrière, et sinon on est sur une face sud-est, et là il doit être aux alentours de 9h30, un peu 9h30, et il y a des mouvements de brise qui sont plutôt encourageants, donc on se dépêche de s'installer, mais il y a quand même un peu d'inertie normalement. Arthur Alors on est tous bien, hein, on est tous bien en forme, mais la forme à 5008, c'est peut-être pas la même que tout de suite. Voilà, il fallait monter la Jolette, il fallait monter les skis sur la Jolette, les fameux pieds, dont on va pas tarder à reparler là d'ailleurs. Et on y va. Hein. Stop, top, on dit. Et le fameux vent de cul, et ça s'arrête comme ça. Ouais, c'est rudimentaire le dialogue, hein, mais voilà, on a compris que c'était pas terrible. On a un copain qui est bien coincé là, lui. Voilà, c'est pas un problème de dignité, c'est qu'il est vraiment coincé. Et en fait, là, ça a l'air de rien, mais on est descendu, vous avez vu, on a fait 5-6 mètres en courant, la voile se finit 10 mètres devant. Tout ça, ça a été, voilà, c'est pareil, c'est compliqué de remonter.
Moi j'ai un copain qui me pousse aussi pour remonter à voile en bouchon, on se prépare. Il y a un peu de stress quand même parce qu'on voit que la débauche d'énergie elle ne sera pas éternelle. Et puis on repart là. Alors, leçon en moins, il y a un ski au moment du lâcher des porteurs qui se passe, il y a un déséquilibre qui se fait vers l'avant et le ski rentre puisqu'il y a en fait c'est voilà, ça rentre et ça nous déséquilibre, mais ça le fait. Gauthier est content, moi aussi. Et là je vous laisse savourer avec nous les images. Est-ce que t'as vu Lucas ou pas? Non, j'ai pas vu. Le Gigeron en face.
Voilà. Alors, merci beaucoup. Là, je vais laisser la parole à qui la veut, parce que nous, notre aventure, à ceux qui ont volé, elle s'est arrêtée à peu près là. Hein. Le reste, c'est du repos, des hamburgers, des trucs cool. Et les copains, bah, il fallait encore qu'ils redescendent à pied. Il leur arrivait une petite aventure que moi, j'ai pas vécu, Gauthier non plus, Damien non plus, Lucas non plus, et Johan non plus. Donc, on va laisser la parole à qui la veut. Qui c'est qui nous parle de ça ? Oui. Ce que vous voyez devant vous, c'est de se dire que cette histoire, elle ne doit jamais arriver. Ce que vous avez devant vous, c'est une jeune femme italienne. Quand on redescend, donc quand vous avez vu le vol, nous on est en train de redescendre à pied, et on est en train de jouer aux cartes, on est fatigué, ça fait 36 heures qu'on n'a pas dormi, et un couple d'Italiens vient nous voir et nous dit « mais est-ce que vous avez votre brouette? On vous a vu monter, est-ce que vous avez votre brouette? On en a besoin. » Et on disait « qu'est-ce que c'est la brouette? Est-ce que vous avez porté ?» On dit « non, c'est parti dans le vol. » « Mais pourquoi vous en avez besoin ?» Il dit « on a une amie notre amie est malade depuis 24 heures, elle a de la fièvre, et il faut qu'on la redescende au village parce qu'on ne peut pas appeler l'hélicoptère là où on est. Il y a 8 hélicoptères dans toute la Tanzanie. Donc elle ne peut pas monter à ce moment-là. » On dit « mais non, on l'a plus, on ne peut rien faire pour vous. » Et on a Bruno, que vous avez vu sur le vélo, qui est notre médecin, et qui nous avait fortement conseillé, même obligé, de prendre ce que vous avez, qui est un caisson hyperbare, qui permettait, si Gauthier avait un mal des montagnes à 6000 mètres, impossible de descendre vite, donc il nous fallait cet instrument pour pouvoir le redescendre en altitude, au moins artificiellement. Bruno dit je vais aller voir votre amie, elle est dans sa chambre et je vais aller voir. On était en train de manger, on voulait juste aller au lit. Le repas se passe, Bruno ne redescend pas, on rentre, son assiette est pleine et on dit il va remonter, on prend son assiette, on sort du réfectoire et là on voit Bruno qui est un médecin. Alors il n'est pas là, autant vous dire c'est un médecin en termes d'esprit professionnel, il n'y a pas au-dessus. Et il nous dit, on le voit dans son regard, il dit il y a quelque chose qui se passe et c'est grave. Il nous dit la personne que j'ai été voir, je l'ai testée en SAT. Nous, il nous disait depuis 5 jours, il fallait que la SAT soit au-dessus de 80. À 80 en France, vous êtes en réa. Et là, il nous dit la personne que je viens de voir, elle est à 30. Donc nous, on dit mais non, c'est pas possible, tu nous dis depuis 5 jours qu'à 80 on est en réa, à 30 on n'est plus là. Elle dit si, elle est à 30. Ils lui ont mis de l'oxygène, il reste qu'une demi-bouteille d'oxygène, et rien qu'avec l'oxygène, elle arrive à monter à 50. Bon, très bien. Notre esprit fait qu'on sait ce qui va se passer, on sait que l'histoire ne doit pas s'arrêter là. On est 8, il y a toute la nuit à faire. Ce caisson hyperbare, il faut que toutes les minutes, on pompe. 5 fois. Donc, sur toutes les minutes, il faut pomper 30 secondes. Allez, on se relaye, on est 8, on va tourner toutes les demi-heures. Là, on se dit on ne va pas dormir, mais c'est pas grave. Parce que cette jeune fille italienne qu'on a observée toute la nuit, et Bruno est resté à son chevet, vous le voyez, en plus il prend toutes les SAT, reste toute la nuit dessus. Le seul hélicoptère, il est à 6 heures du matin, il faut qu'on passe toute la nuit à côté d'elle. Sinon, de toute façon, elle ne passe pas la nuit. 6 heures, c'est le dernier passage. L'hélicoptère nous dit qu'ils arrivent, très bien, sauf que la piste d'hélicoptère, elle est dans un dénivelé 300 mètres au-dessus. Donc on repart en haut. On la porte sur un brancard de fortune, elle part dans l'hélicoptère, on voit l'hélicoptère partir, Bruno part avec, et vous aurez, je ne sais pas s'il y a le film, mais s'il y a la vidéo, cette jeune fille, pour vous dire, si il fait beau le vendredi, si on part le vendredi comme PJ vous le dit, on redescend un jour avant, elle n'est plus là. Et elle nous l'a dit, elle a dit « Je sais que la vie est un moment très précieux et que le hasard fait que je suis encore sur Terre. Sinon,
c'est sûr que je ne passe pas la nuit. Donc cette histoire qui part il y a 1 an, en octobre 2023, cet enchaînement d'obstacles et cet enchaînement aussi de réponses aux obstacles, que ce soit le vol, que ce soit la montée et que ce soit cette finalité, fait que cette histoire, elle est magique pour nous, elle est jusqu'au bout magique et elle restera gravée pour nous. Et vous voyez donc l'hélicoptère qui part à 6 heures et qui est un hélicoptère pas médical de tourisme. Elle se porte bien. Et quand on la voit partir, nous on continue notre périple et on redescend dans la vallée et notre histoire du Kilimandjaro s'arrête là pour cette partie. S'il y a des gens qui ont des questions à poser à l'un d'entre nous, je sais pas où il est. Ouais, si. Si. Non, pas celui-là. Je sais pas ce que j'ai fait du micro. À un moment donné, il y en a un qui parlait, donc il avait sûrement un micro. Oui, c'est pas con. Ça se tient. S'il y en a qui ont des questions à poser, on peut avoir 5 minutes apparemment. Non, non, enfin, honnêtement, quand on a réussi à décoller dans les conditions que vous avez vues, j'ai dit à Gauthier, c'est fini, t'inquiète, hein, maintenant c'est facile. C'est un détail. Franchement, on n'était pas au pire à une petite gamelle près. Hein. En bas, une gamelle à 900 mètres, c'était un détail dans notre aventure d'1 an. Franchement, je le dis, ça peut faire sourire, mais c'est vrai. Après, poser un biplace, j'ai un peu l'habitude. Un fauteuil volant aussi, je savais qu'au pire, on pliait un des skis qui nous était arrivé sur le seul vol d'essai qu'on avait fait, parce qu'évidemment, c'est triangulé, mais sur 40 cm, donc c'est pas tellement triangulé, sauf sur du carrelage, quoi. Bon, là, j'étais averti, je vois qu'il n'y a pas de vent, je balance la voile, je tiens un peu avec les coudes, la joëlette, enfin, c'est fini, hein. Détail. Eh ben, on va rendre le micro et vous remercier et laisser la parole à... Oui, ah. Ouais. Ouais. Ouais, alors évidemment, hein, c'est réglementé. Les autorisations, alors je reprends sa question, les autorisations pour voler au sommet du Kilimandjaro, alors on l'a appris un peu, évidemment, à nos dépens. Il y a déjà un droit d'entrée pour tout parapentiste sur le parc du Kilimandjaro. Donc là, déjà, il y a une somme à payer. Et ça, on l'a appris un peu plus tard. Il faut aussi donner quelque chose au manager de l'aéroport du Kilimandjaro, voilà, qui gère les avions en question sur le plan de vol. Bon, nous, quand on arrive en avion, on n'a pas le sentiment d'être sur la trajectoire du truc, mais bon, en tout cas, ça nous a coûté un petit billet aussi, ouais. De plus. Et sachez qu'on a atterri sur un camp militaire de Mochi. C'était là qu'on était censé arriver, mais on ne le savait pas. En fait, moi, j'avais piqué un plan de vol sur X Contest, là, et c'était la bande de Kriegel Maurer, il y a 6 ou 7 ans, qui avait fait ça, et j'avais pris leur plan de vol. Je dis, tiens, ça a l'air bien, c'est là qu'il faut atterrir. J'avais été vigilant, il y a 6 de finesse. Il faut quand même pas se perdre en chemin avec une jolette et un biplace, selon les conditions. Là, encore une fois, on a fait le vol vent de cul, donc ça se passe bien. Mais ce camp militaire, un peu par expérience en Afrique, finalement, les militaires aiment bien gérer ça. Donc je me suis dit, on sera pas mal traité si on pose dans ce camp militaire. C'est en arrivant, on se dit, tiens, on va aller voir latéraux avant de faire la montée. Et là, on voit des grilles partout et tout. Fait, oh merde, c'est un camp militaire. Et après, en réfléchissant, je dis, non, mais c'est là qu'il faut poser quand même si on aurait aimé l'exotisme d'une population qui se rapproche. Mais en fait, ils aiment bien gérer. Et en fait, il n'y a pas eu de souci. Et les gars, la personne que je devais appeler dès que j'atterrissais pour lui donner notre coordonnées GPS, en fait, il arrive en 20 secondes. Et c'est pas une façon de parler. Hein. Il y a un bus qui est venu se garer à côté de la voile moins d'1 minute après. Donc on était visiblement au bon endroit. Et voilà. Et en fait, là, à la fin, vous me voyez marquer un truc sur une feuille. Hein. On ne signe pas déjà les autographes. Mais c'est qu'en fait, il nous demandait, il me demandait où est Eric le gars, c'est-à-dire lui, où est un tel, c'est-à-dire qu'il avait la liste des gens qui étaient censés arriver. Et du coup, c'est ça qu'on est en train de régler.
On a été 5 à voler. Donc Eric, le gars, était volé avec notre vidéaste dans notre sillage. Voilà, on n'a pas pu voler finalement ensemble, il y a eu un petit décalage dans le vol. Et Lucas, qui est là, qui est la personne qui finit très émue au sol à l'arrivée et qui a volé en solo.